bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir, mais surtout, merci d'avoir encore choisi TELAR TV. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur TELAR TV, je suis Christian Perrin et je reçois aujourd'hui Monsieur Calixte Baniafuna, docteur d'État en informatique, cadre supérieur chez Orange. Il est également écrivain et engagé dans la lutte contre la dictature au Congo-Brazzaville. Calixte Baniafuna fait partie de l'élite congolaise qui avait imposé la conférence nationale souveraine à Denis Sassou Nguesso et à son régime. Aujourd'hui, il travaille sur un autre projet pour la libération du Congo-Brazzaville. Bonjour, Monsieur Calixte Baniafuna. Et bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je commencerai par vous souhaiter d'abord bonne année, en espérant que cette année soit la bonne pour le Congo. En tout cas, merci beaucoup. Et puisque vous travaillez sur le changement au Congo-Brazzaville, nous espérons bien que cette fois-ci, ça sera le bon moment, bien entendu, d'apporter ce changement au Congo-Brazzaville, comme le souhaite d'ailleurs une bonne partie des Congolais. Alors, Monsieur Calixte Baniafuna, il est toujours bien que les téléspectateurs découvrent qui vous êtes exactement. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes docteur d'État en informatique, cadre supérieur chez Orange, mais c'est quoi exactement votre rôle chez Orange et depuis quand êtes-vous chez Orange? Comme tout Africain, quand on arrive dans une structure universitaire comme l'Université de Paris-Dauphine, je suis arrivé, j'ai voulu faire juste la miage, comme on disait à l'époque, mais j'ai été tout de suite orienté vers le cycle doctoral, coopté par le directeur de recherche de Dauphine, l'un des directeurs de recherche, M. Charles Berthet, qui m'a proposé de travailler dans son équipe. Et donc, en travaillant, je suis allé jusqu'au doctorat. Et j'ai été donc coopté par les chercheurs, les chasseurs de tête, comme on disait à l'époque. Donc, j'étais embauché avant même de soutenir ma thèse. Et depuis plus d'une trentaine d'années, je suis chez Orange. À l'époque, c'était France Télécom. Compte tenu de la technicité du métier et puis de l'âge, j'ai donc fait une mobilité. Aujourd'hui, mon rôle, c'est, je suis allé à la DRH, donc je m'occupe essentiellement de tout ce qui est l'évolution des compétences des salariés. Donc, je m'occupe de la formation, je m'occupe de la gestion des budgets liés à la formation, ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Calixte Baniafuna. Évidemment, j'ai rappelé que vous êtes parmi ceux qui ont imposé la conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville dans les années 90. En ce temps-là, l'informatique, c'était encore, mais vraiment un domaine réservé. Et aujourd'hui, il y a donc les réseaux sociaux et c'est l'ère informatique. Quel est le domaine que vous voulez finalement privilégier pour apporter le changement au Congo-Brazzaville tel que vous le souhaitez? Dans une entreprise, certes, le changement, c'est dans un domaine donné, une technique donnée, mais au niveau d'un État, le changement, c'est d'abord tout ce qui est politique, parce que c'est quand même la colonne vertébrale du pays. Donc, c'est tout ce qui est politique qu'il faut changer. Et là, mis par l'expérience, vous venez de le dire, Christian, nous avons commencé par faire un bilan dans les années, fin des années 80, début des années 90. On a fait un bilan sur ce qui allait, ce qui n'allait pas au niveau du Congo. Quand on arrive à un moment, justement, où on se pose des questions, la première question qu'on se pose, c'est de savoir, mais qui sommes-nous? Quand nous nous sommes posé cette question, on s'est rendu compte qu'il y avait des étapes qu'on a franchies. La première, c'était quand on sort des années 50, et avec l'abbé Philibert Youlou, là, c'était un peu le tâtonnement, c'était presque de la France qui lui donnait les ordres et tout. Et en 63, c'est surtout là que je vais commencer vraiment de parler du Congo, parce que c'est à partir de là que la question qui consistait à savoir qui sommes-nous, c'est à ce moment que ça s'était posé. Alors, les Congolais qui étaient à la tête du pays se sont dit, mais quand même, nous ne sommes pas les premiers ni les seuls à être colonisés. Il y en a qui ont été colonisés, mais aujourd'hui qui évoluent.
que devons-nous faire, nous aussi, pour évoluer? Alors, ils ont mis en place donc la rigueur, ils ont mis en place, ils ont conjugué, additionné leurs compétences et ils ont commencé à gérer le pays jusqu'à lancer l'industrie légère. Parce que, bon, là, je parle des années 63 à 68. En tout cas, le Congo commençait déjà à s'industrialiser. Il y avait beaucoup d'usines, la liste est longue, je ne vais pas y revenir. Et puis, on arrive à une étape où, bon, la jeunesse, hein, comme tout jeune, ils se sont dit que bon, ben, c'est trop beau. Hein, il manquait presque de rien. Bon, ils se sont intéressés au pouvoir et donc les militaires se sont mêlés. Quand ils arrivent au pouvoir, il s'est posé un problème. Ils ont critiqué le staff qui était là, bon, qui pratiquait du socialisme. Bon, ça, c'est une histoire connue de tous, le socialisme bantou, alors que là, il fallait obligatoirement pratiquer le socialisme scientifique. Et dans le socialisme scientifique, bon, les jeunes ou les gens de mon âge savent ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, on arrive à la conférence nationale pour faire le bilan depuis les années 60 jusqu'à fin 80. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le bilan et c'est en ça que vraiment mon intervention est intéressante parce que sur le terrain, il y en a qui travaillent. À l'extérieur, il y en a qui travaillent. Moi, j'étais dans un groupe on s'était constitué de jeunes qui avons travaillé comme nous le faisons aujourd'hui. Et nous avons émis des propositions, nous avons lorsque vous dites nous avons, vous parlez de nous avons, à qui faites-vous allusion encore? Des Congolais ou bien des partenaires étrangers qui vous entouraient? Ah ben, c'est surtout les Congolais. C'est des Congolais qui étaient, bon, je sais pas, j'ai pas envie de citer des noms, mais qui étaient très actifs. Pour tout Congolais qui a suivi la conférence nationale, c'est que dès qu'elle a été ouverte le 25 février, ça patonnait. Ça n'avançait pas. Et il y a un jeune qui est allé à la tribune pour lire un discours. Et ce discours-là, effectivement, c'est de ça que je parle. Et ça, c'est un travail de fond que nous avons abattu ici à Paris et tout. Et dès qu'il a lu, à la lecture de ce discours-là, la conférence nationale a démarré ce jour-là. Donc, l'histoire est encore récente. Les gens savent de qui je parle et de quoi je parle. Donc, c'est ça qui a un peu déballé les choses, qui a débloqué les choses, et puis les langues se sont déliées. Et on est parti jusqu'à la fin de la conférence nationale. Donc, mais je suis quand même tenté de savoir, et c'est pour aussi la gouverne de nos téléspectateurs, vous parlez de quelques mots, encore que les noms de ceux qui ont préparé la conférence nationale souveraine avec vous en France, c'est encore un peu les termes, mais celui qui a lu le discours et le contenu, c'était quoi en résumé, c'était quoi? C'est qui celui qui avait lu ce discours? Celui-là, on peut le citer, puisque c'est pas un secret. Mais paix à son âme, malheureusement, il a fait le choix de rentrer au pays, de travailler. Puis, comme pour beaucoup qui ont fait ces choix-là et qui ont été vus à la conférence nationale, il n'est plus de ce monde. C'est qui alors? C'est mon ami, le regretté, paix à son âme, Samba Réni. Donc, on a fait vraiment un travail de fond. Et pour ne pas me répéter, c'est là où on a mis en place la stratégie, les techniques qui consistent, qui ont marché pour faire basculer les choses. Et là, c'est un peu de ces techniques-là que je voulais parler aujourd'hui. Hein, il faut qu'on recommence parce qu'on n'était pas une trentaine, hein, c'était moins de 5. Hein. Quand vous êtes trop nombreux, c'est pas productif. Mais quand vous êtes très peu nombreux, moi, je ne suis pas allé à la conférence nationale parce que j'ai été empêché par mon boulot. Je me trouvais au Canada. Mais le travail était fait collectivement, il a été lu et c'est vraiment, ça marche. Oui, mais Monsieur Calixte Baniafuna, à vous entendre parler, c'est une forme de revendication, évidemment, je l'avais annoncé d'entrée de jeu, de cette conférence nationale souveraine. Alors que de l'autre côté, Denis Sassou Nguesso, lui également aussi revendique cette conférence nationale souveraine. Il a souvent dit, s'il n'avait pas voulu, il n'y aurait pas eu conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville. Et il dit, c'est lui l'homme de la paix, donc c'est lui qui a permis. Qu'est-ce que vous en pensez?
On nous a dit beaucoup de choses dans le mensonge. M. Sassou Nguesso n'a jamais été d'accord avec la conférence nationale, qu'il s'agisse de l'ouverture, de la tenue ou de la fin. Il a contesté, il n'était pas d'accord, mais M. Sassou Nguesso n'avait plus la main, il n'avait plus le moyen de dire non. Pourquoi? Je vais vous citer un exemple. Et pendant qu'ils étaient au palais de congrès, il y a eu des agitations, il y a des gens, parce que la fouille était stricte. Il y a des gens qu'on a attrapés, il y avait même l'injonction peut-être de pays étrangers, tout ça. Et c'est le général Damas Ngolo qui s'est levé pour dire nous devons laisser aller jusqu'à la fin de la conférence nationale. On ne va pas l'arrêter. Il est allé à l'ambassade de France, il leur a parlé, il a dit nous n'arrêterons pas la conférence nationale, laissez-nous faire jusqu'à la fin. Ah bon, quand le président de la République est d'accord pour que les travaux, qu'il n'y ait aucun problème, il a donné son accord, alors je ne vois pas pourquoi il y a des filtres, des freins ou l'histoire est connue. Là, on ne peut pas tricher, hein, on ne peut pas tricher, c'est connu. Il n'était pas d'accord. Le Premier ministre Ngoma Sylvain a tout fait pour bloquer, ça n'a pas marché. Donc vous avez imposé cette conférence à Denis Sassou Nguesso et son régime. Alors, comment vous vous êtes pris finalement? Est-ce qu'on peut penser que c'est aussi la collaboration, comme vous l'avez dit, des partenaires étrangers qui vous a permis d'arriver quand même à imposer cette conférence? Est-ce que aujourd'hui on est dans le même contexte? On est toujours resté dans le même contexte en ce sens qu'il y a deux types d'acteurs dans une opération de changement. Il y a les acteurs internes que nous sommes, nous, peuple congolais. Il y a les acteurs externes qui soutiennent nos représentants, nos dirigeants. Donc, le travail qui s'est fait, et c'est ce qui est en train de se faire encore aujourd'hui, c'est que nous avons fait une démarche, d'abord pour le pays, quel est le message qu'il fallait transmettre avec un bilan à l'appui. Et puis au niveau de la France, puisque c'est de la France qu'il s'agit, ça ne sert même pas de dire l'Europe ou l'Amérique, non, c'est la France. On a fait la démarche pour voir les autorités dire, bon, écoutez, nous devons aller au changement, voilà les enjeux. Tout. Donc aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est exactement la même démarche. J'ai un mémorandum, je l'ai dit à l'avance comme ça, mais je préfère le dire, ce n'est pas un secret. Un mémorandum que j'ai rédigé, que je suis en train de rédiger, que je dois adresser aux autorités françaises à tous les niveaux. Et ce qui tombe bien, c'est que maintenant, c'est le temps de campagne présidentielle. On va poser des conditions par rapport à la situation du Congo. Donc, je rassemble tous les éléments, y compris les éléments qui relèvent de leur responsabilité, parce que j'ai bien dit que la responsabilité du problème de la déperdition du Congo, la responsabilité est partagée. Elle est d'abord interne et elle est externe. Et c'est cela qui explique aujourd'hui la longévité de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Bon, au niveau interne, il y a, je peux dire, 4 types d'acteurs. Il y a d'abord les résignés. Les résignés, c'est tout ce que vous trouvez dans la rue qui se disent, bon, ben nous, on ne peut rien, on est déjà cuit, on a tous les petits chômeurs là qui n'ont rien, qui n'ont pas de travail, qui sont délaissés à eux-mêmes. Apparemment, ils sont beaucoup plus nombreux, hein, non? Ils sont beaucoup plus nombreux, les résignés, mais c'est même la base même de la société civile. Bon. Deuxièmement, il y a les intellectuels opportunistes. C'est entre autres, je ne dis pas tous, hein, mais entre autres, ceux qui tiennent vraiment les institutions aujourd'hui qui sont à la merci d'un homme. Il peut se lever un matin pour dire, bon, je modifie la Constitution. Ceux-là, ils vont pour les soutenir, ils suivent. Pour comme ça se passe d'ailleurs, là, maintenant, là, ils sont en train de modifier la Constitution. Curieusement, c'est toutes les 2 chambres du Parlement qui ont voté à l'unanimité cette violation de la Constitution. Vous voulez quoi? Si demain, on se rend compte que lui n'a pas voté, il ne sera plus député. Les députés comme les députés de France, hein, les députés là-bas au Congo, ce n'est un secret de polichinelle. On sait comment ça se passe. Donc, s'il veut continuer à être député, il est obligé de voter. Je ne sais même pas s'il vote les bras en l'air ou je ne sais pas comment il vote. En tout cas, c'est les bras, c'est des bras en l'air. Mais il faut qu'on sache que lui aussi, il a voté, sinon son poste est en jeu. Donc, ces intellectuels-là se retrouvent
au gouvernement, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, ils se retrouvent au Sénat. Donc, dans les principales institutions qui peuvent faire la vie d'un État, ils sont là. Bon, il y a le troisième type d'acteurs, c'est les opposants. L'opposition, il y a vraiment des Congolais qui sont très francs, qui sont volontaires, qui se battent sur le terrain. On ne peut pas être de mauvaise foi pour ne pas les reconnaître, mais ils sont immergés dans des réalités telles que où il en fait trop, il se retrouve en prison, où il n'en fait pas trop, on dit qu'il est corrompu, qu'il est dans les... Donc, ils sont sur le terrain, je leur dois beaucoup de respect. Donc, mais malheureusement, parmi eux, il y a des opposants qui travaillent pour le système. C'est-à-dire qu'il part de l'opposition, il regagne le système. Dès qu'il regagne le système, il redevient encore opposant à ses amis d'hier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les opposants de circonstances. Et en quatrième position, ben, il y a les Manfoutis. Enfin, je ne peux pas utiliser ces mots-là, mais c'est les gens qui n'ont plus rien à voir avec le Congo, qui se disent, bon, ben moi, j'ai mon poste en France et ça me suffit. J'ai nourri ma famille, ça me suffit. J'ai ma maison, ça me suffit. L'histoire du Congo ne me concerne plus. Donc, ceux-là, ils ont décliné l'offre. Je les appelle des indifférents. Les indifférents ont décliné, ils ne veulent pas s'en occuper. On ne peut rien, hein. On ne peut rien. Chacun a ses raisons, chacun a ses... Et c'est exactement cela qui explique aujourd'hui que le système est imboulonnable. Parce que quand tu as les intellectuels qui sont sur le terrain surtout, quand tu as les opposants qui sont sur le terrain, quand tu as le peuple qui devait se lever, mais qui est résigné, et quand tu as les gens qui devaient réfléchir à côté, mais qui sont indifférents, on peut encore vivre 50 ans, le système sera toujours en place. Et la motivation de tout ce monde-là, c'est que si vous essayez de gratter derrière, ils ont des salaires particuliers. Ils sont très bien rémunérés, sont très bien payés. Comme les syndicalistes d'ailleurs, disons les syndicats au Congo-Brazzaville, qui finalement, au lieu de défendre les intérêts des travailleurs, font plutôt le jeu du pouvoir et on les voit en train d'étouffer même toutes les grèves. Et depuis qu'ils annoncent des grèves, on n'a jamais vu, on ne les a jamais vus passer à l'acte. On se pose parfois la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Alors que les travailleurs croupissent dans la misère, les retraités sont là pratiquement bientôt 50 mois sans pension, les étudiants n'ont pas leur bourse, les salariés, il faut compter 40, 50 jours après pour percevoir le salaire. Et tout ça, ça dure quand même longtemps, depuis des années, mais jamais une grève n'a réussi. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe exactement et quel est donc le rôle de ces syndicats? C'est un cinquième acteur qu'il faut effectivement ajouter. Moi, j'en ai retracé 4. C'est vrai que je n'ai pas eu la présence d'esprit de mettre ce cinquième acteur qui est un acteur de fond. Parce que c'est quand même lui qui peut dire à un travailleur ne va pas au boulot, ne fais pas ceci, va dans la rue. C'est quand même lui. Donc, parce que, comme vous le dites, moi je me souviens très bien, si la conférence nationale, la souveraine, a réussi en 1990, c'est parce que il y avait les syndicalistes. Voilà, les syndicalistes sont passés, disons, en première ligne. Or, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire finalement, puisque vous parlez du changement à apporter au Congo-Brazzaville. Là, vous venez de citer quelques piliers sur lesquels on pouvait fonder, bien entendu, qu'on pouvait capitaliser, mais qui, apparemment, se sont affaiblis. Vous avez parlé des résignés, des intellectuels qui, corrompus, il faut le dire comme ça, opportunistes. Vous avez des opposants de circonstances. Des opposants de circonstances. Maintenant, dans ce contexte-là, comment arriver à recapitaliser ces forces ou redynamiser ces forces pour arriver au changement? C'est un peu la suite de mes idées. Comment faire pour que tout le monde là soit noyé dans le mouvement? Eh bien, tu ouvres là la dernière partie de ma réflexion qui consiste à dire que dans le changement, là, j'ai plutôt posé 3 impératifs. Il y a l'impératif extérieur, c'est-à-dire les gens qui soutiennent nos dirigeants sur place, parce que c'est très, très important. Sans ces gens-là,
les Congolais, même si les syndicalistes n'intervenaient pas, les Congolais, c'est quelqu'un qui peut aller dans la rue même sans syndicat. Mais vous voyez vous-même comment la France arrête ces mouvements-là net, parce qu'il y en a eu quand même qui ont été conduits par des opposants, pas des syndicalistes, mais des opposants. On en a vu au Congo là-bas en 2015, hein, et que la France a arrêté net. Attendez, je ne comprends pas, Monsieur Calixte Baniafuna. Vous parlez de la France, alors que sur place, c'est bien le régime Sassou Nguesso qui agit, qui empêche tout cela. Vous, par contre, vous dites que c'est la France qui arrête cela. Est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux ce que vous voulez exprimer comme idée, là? Mais l'idée que je veux exprimer, c'est que c'est la France qui installe les dictateurs, c'est la France qui les soutient, et c'est la France qui les destitue. Aujourd'hui, si la France voulait que M. Sassou Nguesso parte du pouvoir, ben, la France sait comment, et il partira. Donc, quand je parle, c'est pas pour exagérer ou pour, mais ça, c'est du béaba, quoi. Vous avez vu comment le peuple congolais était dans la rue. La venue des armées, là, c'était vraiment bondé partout. Il y avait à Pointe-Noire, il y avait un grand monde, ils se sont levés comme un seul homme. En 2015, tout à fait, oui. Et il a suffi que M. Hollande dise, bon non, M. Sassou, c'est son droit, il a le droit de faire le référendum, de faire la constitution. Il savait tout ça, que c'était anticonstitutionnel, mais dès qu'il a dit ça, tout s'est arrêté net. J'allais dire, l'agitation a continué, mais c'est pour les morts. Il y avait beaucoup de morts. Il y avait, la répression a pris les ailes et puis c'était reparti. Donc, ils vivent dans une peur, en fait, qui est encouragée, instigée de l'extérieur, dont la France, surtout la France. Je reviendrai là-dessus quand j'ai dit que j'ai 3 impératifs. Le premier impératif, c'est justement l'intervention de la France, mais là, moi, je ne me fais pas un rêve, quoi. Je ne fais pas un rêve. La France ne peut pas dire aujourd'hui, bon, tant qu'il a encore besoin de M. Sassou Nguesso, il ne peut pas dire, bon, stop, on arrête. Donc là, c'est un premier impératif. Deuxième impératif, c'est le jeu de la démocratie. C'est-à-dire, aujourd'hui, M. Sassou Nguesso sait bien jouer le jeu de la démocratie. Sous les Souba, il était au micro, il était sur les boulevards pour dire, bon, quand la Constitution, on ne touche pas la Constitution, dès que la Constitution est touchée, les démocrates doivent se lever. Mais lui, aujourd'hui, il ne fait que toucher la Constitution, qu'il taille lui-même à sa mesure, ainsi de suite. Et derrière, quand il regarde, il n'y a pas de démocrates qui se lèvent. Est-ce que c'est la faute à M. Sassou? Est-ce que c'est la faute à qui? Donc, il joue le jeu de la démocratie pour se maintenir au pouvoir. Bon, mais si ce jeu-là est bien joué et qu'on aille, une fois ça s'est bien joué en 92, on a fait des élections transparentes qui ont provoqué sa chute. Parce que M. Sassou Nguesso ne peut pas gagner une élection crédible. Jamais. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, le peuple était découragé, ils sont rentrés chez eux pour attendre les massacres des policiers ou militaires, tout ça. Et le troisième impératif, c'est sur celui-là que moi je compte, c'est les mouvements populaires, les mouvements de masse populaire. Le peuple doit aller dans la rue pour dire ça suffit, stop. Ça s'est passé derrière tous les grands dictateurs qu'on a connus au monde. Chez Mobutu, ce n'est pas des syndicalistes qui ont mis le peuple dans la rue. Hein. Donc, quand à un moment donné, quand on dit trop, c'est trop, eh bien, ça s'arrête. Donc, moi, je suis très... Oui, Monsieur Calixte Baniafuna, comment mettre la population dans la rue lorsque vous dites déjà que vous reconnaissez que c'est un peuple aujourd'hui résigné, des intellectuels pratiquement corrompus, donc à la solde de ce régime, et vous avez cité d'autres piliers. Comment faire pour que ce même monde qui semble résigné aille dans la rue? C'est le boulot que nous sommes en train de faire en ce moment. Il faut que tous les Congolais, patriotes, tous les Congolais qui aiment ce pays, il faut que tous les Congolais intelligents, il faut que tous les Congolais qui voient vraiment ce que c'est qu'un État, comment devenir le Congo, ils doivent se lever, ils doivent laisser la peur de côté. Nous devons pousser la population à sortir de sa torpeur, parce que c'est la peur. Il y a une phrase de Nicolas Machiavel qui disait que c'est lui qui contrôle la peur des gens, devient le maître de leurs âmes. Tous les dictateurs le savent et tous les dictateurs du monde entier l'appliquent.
il joue avec la peur des gens. Parce que la peur, c'est une matière première de la dictature. Donc, il faut conjuguer les efforts, les intellectuels qui sont encore, qui ne sont pas encore opportunistes, de tous les acteurs que j'ai cités là, les opposants, tout ce que j'ai cité là, nous devons nous retrouver, conjuguer l'effort pour pousser la population dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, comment arriver à les rassembler lorsque déjà aujourd'hui tout le monde exprime la peur, comme vous l'avez dit, dès que vous avez quelqu'un au téléphone au bout du fil, la première réaction, et c'est ce que nous avons constaté, c'est que non, ne me parle pas de la politique, parce que chez nous ici, on constate bien que tout le monde, pratiquement la population, est tétanisée. Comment, sinon j'allais dire, avec quel message ou quelle stratégie adopter pour que cette population reprenne la vitalité et reprenne son courage? Ces mêmes Congolais qui sont tétanisés, ces mêmes Congolais, vous verrez bien que s'il y a une retrouvaille franche des acteurs que j'ai cités, des intellectuels qui font du boulot, des opposants qui font réellement le boulot, il y aura toujours et toujours moyen de les faire sortir de l'enclos de la peur dans lequel ils se sont enfermés. Il y a toujours moyen. Mais il faut travailler. Maintenant, le temps est encore beaucoup plus favorable que dans le début des années 90, où il y avait très peu d'Internet ou presque pas d'Internet. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est une arme. C'est pas pour rien qu'un dictateur, quand il veut tricher, il veut organiser des mascarades, il commence par couper les voies de communication parce qu'il sait que c'est devenu un moyen, une arme très efficace contre la dictature. Donc, moi, je suis en tout cas optimiste. Il y a moyen de faire sortir le peuple congolais. Il faut trouver de braves gens qui disent « Allez-y, M. Sassou va tuer, certes, mais il ne tuera pas tout le monde. Il va mettre en prison, mais il ne mettra pas tout le monde en prison. » Quand on voit l'état de délabrement du pays aujourd'hui, si c'est une famille qui est devenue comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas possible. Les Congolais qui étaient respectés ne l'est plus. Je vous ai parlé de la parenthèse où le Congo commençait déjà à s'industrialiser. Les taux de scolarisation avaient atteint 98%. Les Congolais étaient respectés de partout. Aujourd'hui, quand tu vas dans les grandes institutions internationales, là, tu as même honte de te passer pour un Congolais de Brazzaville parce que ce qui se passe là-bas est insoutenable. C'est pas possible. Depuis ma naissance, ou depuis vous pouvez tourner, vous faites vos analyses, vous êtes journaliste, cherchez dans le monde entier quel est le pays où on fête pour un colonisateur. Le colonisateur fait partie d'une fête, ça procure la joie et on construit un monument pour lui, même un musée. Quel est le pays où la dette fait partie de la fête? Aujourd'hui, si on dit à Brazzaville que le FMI a signé, on vous donne le temps. Ils vont dormir dans les bars, ils sont contents. C'est le seul pays au monde qui fête la dette. La dette est devenue une fête. Ils ont fêté le FMI, ils ont fêté le PPTE. Tout ça, c'est des outils de la honte pour un État qui gère bien. Mais au Congo, ça fait partie des fêtes. J'étais surpris, moi j'y vais souvent, mais dans une rue de Brazzaville, je vois des grands responsables qui me disent « Oh là là, nous sommes contents parce que finalement le FMI a accepté de signer. » Mais vous êtes contents pour commencer? Ah ben, ils vont signer. Mais c'est une dette, mais attends, vous savez jusqu'à quand on peut rembourser cette dette-là? Combien de générations? Donc au Congo aujourd'hui, on fête pour les colonisateurs, on fête pour la dette. Il y a un souci, il y a un gros problème. Alors, Monsieur Calixte Baniafuna, je crois qu'il faut qu'on reparte un peu sur, disons, dans les années 90. Je parle là de la conférence nationale souveraine. Est-ce que, à ce jour, vous avez l'impression que ça a été une réussite ou bien un échec? Bon, les deux. D'abord, la réussite était que nous avons eu le courage quand même de faire le bilan. Nous avons été accompagnés par les aînés, les anciennes générations, les gens qui ont souffert, qui ont passé leur vie en prison. Tout le monde s'est exprimé. En cela, pour moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une réussite. Et bien, malheureusement, il y avait une partie d'échec parce que nous avons fait un travail et nous n'avons pas accompagné ce travail-là. On s'est arrêté là. Au lieu de punir les délinquants,
On les a conviés à laver les mains. Mais laver les mains, c'est un geste symbolique. C'est comme en Afrique du Sud, quand on dit vérité, réconciliation, c'est très bien. Mais c'est symbolique, ce symbolisme partout. Est-ce que tout le monde comprend la signification de lavement des mains? Est-ce que tout le monde l'a compris? Donc, la partie de l'échec, c'est que nous avons réussi sans accompagner les résultats. On a remis le pouvoir entre les mains des caciques qui se sont réglés les comptes et on est retombé dans pire qu'avant. Parce que est-ce qu'on peut parler d'une complaisance? Parce que finalement, il y avait quand même des actes fondamentaux qu'il fallait exécuter, comme vous l'avez dit, et qui n'ont pas été exécutés, par exemple, certaines condamnations ou bien des procès qui devraient être engagés contre certaines personnes. Est-ce par complaisance que tout cela ne s'est pas réalisé ou simplement, je ne sais pas, que s'est-il passé exactement? Mais complaisance, je ne sais pas si je le dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas de réponse parce que bon, je n'ai jamais travaillé avec ces gens-là, je n'ai jamais été dans un parti politique, je ne sais pas comment ça s'est passé effectivement. C'est plutôt l'autre qui était plus malin. Parce que le président, à ce moment-là, il devient non plus ministre de transition, premier ministre de la transition, mais il devient président de l'Assemblée. En l'occurrence, M. André Milongo, il criait toujours quoi, que tout ce qu'il faisait, on lui mettait les bâtons dans les roues. Qui lui mettait les bâtons dans les roues? Je prends un exemple. Il arrive à Paris pour dire aux autorités françaises, bon, ben voilà, vous nous avez demandé de faire une conférence nationale, de faire les changements. Nous sommes parvenus, nous avons fait ce que nous avons voulu faire. Sans effusion de sang, tout s'est bien passé. En prime, puisque nous sommes sur la bonne voie de la démocratie, en prime, j'ai besoin de temps pour essayer de concrétiser ne serait-ce que le tiers des recommandations qui ont été prises à la conférence nationale. Est-ce que tu sais qu'il est reparti de Paris avec 0 francs? 0. Toutes les portes étaient fermées. Et Milongo a géré, il a travaillé pendant la transition déjà. Toute l'année qu'il a passé, il n'a pas pris un seul centime de l'extérieur. Pas un seul. Mais il a payé les fonctionnaires, il a payé les retraités chaque mois. Chaque mois, de janvier à décembre, il a payé avec 0 dette venue de l'extérieur. Les dettes qu'il payait là-bas, c'était les dettes que le système a laissées. Donc, les bateaux dans les roues étaient posés par les mêmes aujourd'hui qui nous démontrent au grand jour qu'ils n'aiment pas ce pays-là. C'est par les mêmes. Oui, c'est quand même bizarre parce que tel que vous êtes en train d'expliquer ça, je sais un peu de regarder. Alors que pour l'autre, comme vous l'appelez, vous voulez pas citer son nom, pour l'autre, on peut préfinancer ses projets, ses budgets, même quand il travaille pas bien, on peut lui donner beaucoup d'argent à rembourser à partir du pétrole. Mais quand un premier ministre, voulu par la population, arrive pour demander peut-être un prêt pour démarrer la transition, là on dit qu'il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut penser que finalement la France n'était pas du tout d'accord de cette conférence nationale souveraine, alors que c'est elle qui a appelé à cette conférence nationale souveraine, je me souviens, du discours de La Baule. Je ne vous le fais pas dire, vous avez tout dit. Vous avez posé une question et vous avez apporté la réponse, sans commentaire. Ils nous prennent toujours pour des petits nègres des années 40 ou des années 30 qui ne comprennent pas tout ça, mais aujourd'hui, on a tout compris. Ils ont beaucoup regretté la réussite de cette conférence nationale du Congo. Ils l'ont beaucoup regretté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à recommencer. Ils ne sont pas prêts à recommencer. Donc, la personne qui peut vraiment bloquer tout ça, pour eux, cette personne-là est salutaire. Ah donc, si je comprends très bien, c'est la raison pour laquelle la France ramène carrément Denis Sassou Nguesso par les armes avec pratiquement 400 000. On nous parle de 400 000 morts parce que c'est un conflit qui a fait beaucoup de victimes. On parle de 10% de la population. Et donc, la France s'est vue obligée de ramener ce monsieur par les armes. Et voilà qui coûte. Mais aujourd'hui, j'allais dire un prix, mais on ne sait pas comment l'estimer aux Congolais, parce que actuellement, c'est la pire souffrance.
Ce que vivent les Congolais aujourd'hui, on se pose la question pourquoi, qu'est-ce que les Congolais ont fait pour vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui? Parce que c'en est trop, et là même les limites ont été dépassées. Mais face à tout cela, quelles sont, je ne veux pas parler des stratégies parce qu'on ne dévoile pas ces stratégies en public, comment entendez-vous capitaliser ces forces, ces populations, ces hommes, pour en arriver une fois de plus au changement au niveau du Congo-Brazzaville? Je dors 1 à 2 heures par nuit depuis au moins 6 mois. Je me suis mis à fond dans un travail de changement en touchant les cibles et en allant au fumier même des plantes pour pousser le peuple congolais d'arriver au changement. Et je pense que c'est à vous de me dire, oui, c'est à moi de dire, mais le sujet, la pensée que j'ai préparée, je vais peut-être m'arrêter là, c'est que jamais dans l'histoire du monde, je n'ai vu un dictateur vaincre le peuple. Ça n'a jamais existé. C'est un problème de temps. Ça fait beaucoup de mal, ça prend beaucoup de temps parfois. Les Congolais iront dans la rue. Si de grâce, la France ne veut pas retirer comme il a fait au Burkina Faso, parce qu'au Burkina Faso, c'est la France qui a dit « Ah non, pardon, à ce niveau-là, non, ne va pas trop loin. » Ils ont envoyé un avion pour le prendre et aller le déposer à Abidjan. C'est la France qui a organisé tout ça. Mais pourquoi ils ne le font pas pour Sassou? Pourquoi ils ne le font pas? Et parce que les Congolais ne font rien. Ah ben voilà, parce que nous sommes dans la torpeur, parce que nous sommes endormis. Et c'est ce courage-là maintenant qu'il faut reprendre. Le Congolais est né courageux de toutes les façons. Il est né courageux. C'est ce courage-là qu'il faut remettre en exergue pour libérer le pays. Parce que notre pays n'est pas libre aujourd'hui. Comme quoi, si les Congolais ne passent pas à l'acte, rien ne changera. Donc, c'est ce que moi, je ne vois pas par quel mystère. Parce que si les Congolais ne passent pas à l'acte, aujourd'hui, ce qui va arriver rapidement, bientôt même, le travail qui s'est fait à l'Élysée aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand M. Sassou ne sera pas là, ils veulent imposer son fils, comme ils ont fait au Togo, ils ont fait au Gabon, ils ont fait au Tchad, ils ont fait partout. Ils veulent le faire au Congo. Mais on sera surpris. Aujourd'hui, si nous ne prenons pas le devant, c'est ça qui va arriver. Lui, il est là depuis 40 ans. Le fils est encore jeune, il fera 50 ans. Et tu vois les générations, ça veut dire que le Congo n'existe plus. Il y a quand même une ambiguïté là. Vous parlez de ce que l'Élysée est en train de préparer à remplacer donc Denis Sassou Nguesso par son fils, alors que on voit bien son fils aller un peu partout dans le monde, en Turquie et ailleurs, des pays qui en réalité n'ont pas des bonnes relations avec la France. Comment expliquer cela? Il ne peut pas aller à l'Élysée pour. C'est pas des gamins à l'Élysée, c'est des gens intelligents, ils le savent. Donc, partout où il va, en Turquie, par-ci, par-là, il va, je ne sais pas si c'est pour négocier quoi, mais si aujourd'hui, M. Sassou n'est pas au pouvoir et que c'est à l'Élysée de décider que c'est son fils qui doit le relever, ce n'est pas la Tunisie ou la Turquie qui va le décider, c'est toujours l'Élysée qui va décider. L'Élysée fait son travail, ils se retirent, ils attendent, ils regardent, ils observent. Aujourd'hui, le Congo est entre nos mains. Si nous ne faisons rien, nous sommes morts. Si nous ne faisons rien, nous sommes morts. On est reparti pour 50 ans. Cette année 2022, si nous la ratons, on est foutus. Parce qu'en fait, j'espère que c'est un message que les Congolais comprennent très bien. Vous avez rappelé tout à l'heure, aucune dictature n'a vaincu le peuple. Et si les Congolais ne font rien cette année, ça sera reparti pour 50 ans encore de misère, de dictature. Oui. Et lorsque vous travaillez, Monsieur Calixte Benefuna, vous travaillez seul ou bien vous avez une machine politique, des amis avec vous? Comment vous faites? Ça, c'est, tu sais, chez moi, on dit, donc, je ne sais pas avec qui je travaille, je ne sais pas si je suis seul, mais ça ne se dit pas à la télé comme ça. Probablement avec les mannes. Alors, probablement. Avec les mannes, voilà. Je suis un traditionnaliste, d'ailleurs.
Ah ben, ça me rappelle un peu Bernard Colella qui disait que si vous ne me votez pas, même les pierres vont me voter. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, Monsieur Calixte Baniafuna. Probablement qu'il y a un volet que nous n'avons pas abordé, mais que vous aurez souhaité qu'on aborde. Moi, j'avais un message à faire passer. C'est le changement au Congo. Tout ce que je demande aux Congolais qui aiment ce pays-là, au lieu de pleurnicher, les larmes ne nous apporteront plus rien. On en a versé, on a versé des larmes, on a versé du sang, on a versé. Maintenant, on doit passer à l'acte. Nous devons libérer le pays. Le message est fort, il est consistant, il est puissant. Nous devons sortir de l'enclos de la peur pour libérer le pays. Et toutes les intelligences doivent se retrouver, doivent s'unir, parce que ce n'est pas un problème de nord, de sud, ça c'est des choses que les boutiques comme ça. Attends, il y a une émission que j'aime bien, s'il y a des rares moments que je suis la télé congolaise, il y a une émission où ils vont filmer le village du Congo. Ça, j'adore bien cette émission-là. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés filmer au nord, j'ai vu des écoles, j'ai vu des villages. J'ai posé la question, mais ça, ces images-là datent de quand? Mais c'est hier seulement que c'était là. L'émission-là, c'est hier qu'ils l'ont monté. Ah bon? Les gens qui disent que non, c'est les nordistes qui sont bien, mais non, c'est pas, ça c'est la stratégie d'un clan, c'est la stratégie des méchants pour diviser les Congolais. Ils parlent de régions, ils parlent de ceci, mais en fait, c'est un club de voyous qui est là. Et dans le voyouisme, là, il y a des gens du sud, il y a des gens du centre, il y a tout le monde, c'est un club de voyous. C'est pas le nord contre le sud. Ce que j'ai vu au nord, là-bas, j'ai vu des ponts, des trucs en liane, là, on met un petit bois, mais la voiture qui passe là, c'est une Mercedes, c'est des ministres. C'est grave. Et ça, c'est au nord. Donc, qu'est-ce que le nord a à voir dans cette affaire-là? Il faut que tous les Congolais de bonne volonté se retrouvent, prendre notre courage en main pour récupérer le pays. Parce que si nous laissons passer quelques jours de plus, eh bien, nous sommes repartis pour 50 ans. Et c'est un message que vous adressez à tout le monde, vous avez dit, à la population. C'est un message que j'adresse à tous les Congolais de bonne foi, tous les Congolais qui aiment le pays. Qui aiment le pays. Mettons la peur de côté. Mettons la peur. Rien n'a été résolu par la peur au monde entier. Rien n'a été résolu par la peur. Rien n'a été résolu par les larmes et rien n'a été. Nous devons aller à l'acte pour changer les choses. Et moi, ce message-là, je veux le porter auprès des autorités françaises. Ce que je suis en train de faire quand je dis que je ne dors plus de nuit, c'est surtout le travail destiné à la France, parce que c'est la France qui a la clé. C'est la France qui a la clé. Donc, c'est ce travail-là, je leur mets devant leurs responsabilités. Tu vois, tout ce qui s'est passé, bon, est-ce qu'on a encore intérêt à arriver dans des affaires comme au Rwanda, où chacun prend sa machette, chacun prend sa houppe? On a encore un intérêt pour ça. Aujourd'hui, si vous demandez à la France de recommencer, s'ils ont des éléments pour dire qu'au Congo, ils vont refaire comme on a fait, comme tout ce qui s'est passé au Rwanda, vous êtes sûr que les Français vont dire « Ah non, 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 ils n'ont qu'à s'entretuer, ça se reste là ». Ils vont dire ça. Donc, c'est à nous d'apporter la preuve auprès des Français que cet homme-là est un homme dangereux pour le peuple congolais. C'est à nous d'apporter les preuves. S'il est bien pour eux, il est bien pour eux parce que ils n'ont rien à foutre. Un dictateur qui ne tue que son peuple, et ils n'ont rien à foutre. Il ne va pas dans les frontières extérieures pour eux. Il tue son peuple. Et le gardiennage, le boulot qu'on lui a confié, de garder les champs, il le fait bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à voir pour aller dire non? Non, c'est à nous. C'est à nous. Et cet homme-là, les sauveurs ne viendront pas du ciel. Jamais. Nzambi, l'anecdote, c'est quoi? Je ne sais pas si c'était un Israélien ou un Juif, tout ça, qui demandait à Dieu, mais vraiment, donne-moi de l'argent. Il demandait l'argent du loto. Seigneur, vraiment, donne-moi l'argent. Le Seigneur qui dit, mais joue d'abord au loto. Tu ne joues même pas, mais tu veux gagner au loto. Donc, les Congolais, nous sommes devenus comme ça. On ne fait rien, mais on demande à Nzambi, tout ça. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, nous devons nous lever. Nous devons récupérer le pays. Voilà. Et ça,
c'est avec toute la fermeté, toute la détermination et toute l'intelligence que je l'ai dit, de toute force. Ceux qui aiment le Congo, nous devons nous retrouver pour sauver ce pays-là. Parce qu'on est devenu ridicule. Ridicule, évidemment. Vous l'avez dit, le Congo est devenu ridicule. Mais lorsque vous appelez la population à sortir, à reprendre son courage, tout ça, le message, il peut passer. Mais généralement, il y a un retour au niveau du Congo où les gens disent, mais oui, vous nous appelez à aller dans la rue, à prendre notre courage. Entre-temps, vous êtes de l'autre côté. Nous sommes là avec, voilà, ce monsieur. Venez avec nous et puis on ira, on va marcher ensemble. Ah ben Est-ce que vous leur répondez? C'est ce que j'ai appelé, mais justement, c'est ça, c'est la peur. C'est-à-dire que nous sommes dans l'enclos de la peur. La peur, c'est pas que la peur, c'est de tous les côtés, même du côté des dictateurs, il a peur. Hein? Du côté des victimes, ils ont peur. Tout le monde a peur. Bon, mais on fait un choix ou on privilégie cette peur-là et puis on vit comme ça. Il n'a qu'à rester. Bon, qu'est-ce que nous, on peut rien, on veut plus mourir. Il n'a qu'à rester. C'est un choix. C'est pas lui qui va se fatiguer. Hein. C'est pas lui qui viendra dire un jour, bon, ben non, vraiment, je vois que moi-même, je comprends que ça ne va pas. Il y en a qui ont fait ça. Hein. Il y en a qui ont fait ça. qui ont dit, non, je vois que le pays là où il va, c'est pas bon. Ils rappellent ceux qui étaient là, qui ont suggéré. Il y en a qui ont fait ça, mais qui ont perdu leur vie, certes, mais il y en a qui ont fait ça. Mais lui, je ne le vois pas faire ça. Je ne le vois pas. Aujourd'hui, quand tu dis que ça ne va pas au Congo, le bilan qui te présente, tu as suivi l'état de la nation, quelqu'un qui est en France, qui est dans son fauteuil, qui se dit, ah ben le Congo c'est bien, ça marche. Mais tu vas sur le terrain. Va sur le terrain. En tout cas, merci Monsieur Calixte Baniafuna d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à nos questions. Je pense que le message il est bien passé et que les Congolais vont bien entendu capitaliser ce message. C'est maintenant ou jamais. Il faut reprendre le pays. C'est ce que j'ai entendu et c'est dit de Monsieur Calixte Baniafuna, qui est un docteur d'État en informatique, cadre supérieur chez Orange, qui était avec nous aujourd'hui sur notre plateau, qui nous a fait d'ailleurs cet honneur de passer une bonne heure avec nous, d'échange. Et nous vous disons grand merci, Monsieur Calixte Baniafuna. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. Merci de faire passer le message. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Quand on a l'occasion de parler, ce que nous venons de faire, c'est justement une partie de la peur qu'on a enlevée aux Congolais, qui écoutent pour dire, ah, je croyais qu'il n'y a que moi qui pensais ça, il y a aussi un autre, ainsi de suite. C'est ça le message. Donc, moi aussi, je vous remercie pour l'audience que vous m'avez accordée. Puis, je vous encourage à continuer. C'est un travail très, très productif. Je vous encourage. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ces mots d'encouragement. À nous, donc, la presse aussi, de continuer à faire notre travail. À vous, chère population, vous avez saisi, je crois, le message, vous avez compris le message. Et c'est le peuple, comme je l'ai toujours rappelé, un peuple, ça ne se libère pas, mais le peuple se libère seul. Personne ne viendra libérer le peuple congolais si ce peuple ne se prend pas en charge, ne prend pas ses responsabilités. À vous aussi, chers internautes et chers téléspectateurs, comment ne pas vous dire merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien rater des programmes à KELR TV. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.